Ce qui m'a étonné le plus, c'est d'avoir un dialogue social aussi dégradé par rapport à tous les moyens qui sont mis en place chez Webhelp, que ce soit les processus, les outils, les conditions de travail aussi de manière générale. On a un beau site, on a voilà, de belles choses, des conditions en dehors du travail, enfin en dehors du poste de travail qui sont, enfin même au poste de travail, l'ergonomie, etc. Enfin, tout le côté matériel qu'on a apporté aux conseillers ne suffit pas pour construire un bon dialogue social. J'ai été aussi un peu étonné que ce dialogue social repose sur aussi peu de personnes, alors qu'on a un site avec quasiment 800 collaborateurs. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal. Au travers des premières réunions, j'ai vite compris, en tout cas, qu'il y avait une volonté aussi de sortir de cette problématique qui doit être un peu pénible pour tout le monde. Le dialogue social au sein de l'entreprise, il a été rompu. Et la proposition, elle nous a été faite par l'inspection du travail lors du protocole de fin de grève, de fin de conflit. Et c'était pour nous une main tendue pour qu'on puisse justement renouer le dialogue avec notre direction. On avait complètement perdu confiance dans la direction, dans le dialogue. On voit que la direction et nous, on a au niveau du management le même ressenti. Qu'il y a du travail à faire sur les managers de communication, qu'il y a un énorme manque de communication sur le site. Et ça, nous on l'a ressenti et eux l'ont ressenti aussi. Il y a 2 ans et demi, quand moi je suis arrivé, on était 300 et qu'en l'espace d'1 an et demi, on a plus que doublé. Et qu'on a grandi plus vite en termes d'activité, de volume, d'effectifs, que les managers, eux, ont grandi dans leurs compétences. Parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas développer des compétences comme ça juste parce qu'on a fait un assessment center ou on a suivi une formation. Ça prend du temps. On essaye de remettre des choses en place parce qu'on a une nouvelle direction suite au mouvement de grève qu'il y a eu l'année dernière. Mais c'est pas évident parce qu'on n'a plus confiance, il n'y a plus de la confiance entre personnes. Pour se parler, il faut respecter l'autre. Et on arrive souvent dans des contextes tellement dégradés où les parties ne se respectent plus. L'une n'est plus légitime aux yeux de l'autre pour être un interlocuteur, etc. Or, il y a des enjeux de dialogue social dans les entreprises qui nécessitent que les parties se retrouvent et puissent traiter leurs problématiques de façon efficace, sans être d'accord tout le temps, mais en tout cas sans jamais rompre le dialogue. Dans cette entreprise, il y avait un vécu de négociations avortées, impossibles. Les négociations annuelles obligatoires n'avaient pas abouti. Les acteurs étaient en grande insatisfaction par rapport à ces échecs de négociation. Donc il n'était pas envisageable qu'ils se remettent à négocier sans un travail préalable. Si on voit à l'issue des différentes réunions qu'on a eues avec chacune des parties, qui sont mûres pour faire un pas supplémentaire et avancer vers l'objectif de restaurer des relations dites normales, et ben à ce moment-là, on leur propose une réunion collective où on les réunit tous. Et à ce moment-là, on travaille, nous, ce qu'on appelle leur engagement. Dans tous les cas, il y a les organisations syndicales. Ici, c'est CGT et CFDT. C'est un moment où les deux parties vont s'engager sur ce qu'ils souhaitent faire ensemble, quel est l'objectif qu'ils poursuivent. On anime les débats, on distribue la parole, mais on n'apporte pas d'éléments de contenu. On a essayé de les faire formaliser, préciser quel pouvait être leur objectif et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire en direction de l'autre pour atteindre cet objectif. C'est le moment où ils se le disent, ils se l'écrivent. On formalise dans un document écrit l'engagement, l'objectif qu'ils poursuivent et après on décline précisément les règles qu'ils se fixent pour atteindre cet objectif.
On s'engage à ne pas être dans l'invective, dans le jugement, qui va à nouveau braquer les parties, l'une en face de l'autre. Mais on s'engage aussi à dire les choses, à dire vraiment les choses, à dire vraiment ce qui est insupportable, ce qui a blessé. Ils se sécurisent eux-mêmes le processus pour tendre vers l'atteinte des objectifs. Et puis on définit un planning. Les séances de travail, on définit le planning qu'on aura ensemble. Ce temps d'engagement, c'est un moment qu'il ne faut pas zapper. Finalement, on pourrait presque dire que c'est le cahier des charges qui se fixe. Qu'il se fixe, pas qu'on leur fixe, qu'il se fixe. Et effectivement, l'objectif final, c'est que ces règles, ils se les approprient et puis ils les mettent en pratique indépendamment de nos séances de travail. C'est-à-dire que ça devienne un mode de relation qu'ils construisent et qu'ils développent dans l'ensemble de leurs échanges, qu'on soit là ou pas. On leur précise toutefois que ça n'a aucune valeur juridique. Ce document d'engagement, c'est un engagement pour l'action, mais qui ne peuvent pas opposer juridiquement. Ces règles qui se fixent visent justement à créer les conditions pour qu'ils parviennent à renouer les relations sociales qui sont dégradées. Ça permettait quelque part, en faisant intervenir quelqu'un d'externe, d'avoir un regard neuf plutôt que d'avoir quelque part des ressentis négatifs de part et d'autre qui le reprochent à l'autre côté. Donc ça permettait d'avoir vraiment un regard complètement externe et neuf et neutre qui permettent d'apaiser les choses et de renouer un dialogue qui s'était complètement perdu durant les 3 semaines de conflit. Je me suis engagée dans cette démarche parce que ma collègue m'a sollicitée. Étant donné que j'avais participé à la grève, elle voulait avoir le ressenti de ce qu'on avait vécu tous ensemble. Et je pense que c'était une bonne chose parce qu'il y a des points à aborder qui sont encore aujourd'hui incomplets et douloureux, surtout parce qu'il y a des choses qu'on vit quotidiennement qui ne sont pas abordées. Ce que j'attends surtout, c'est de pouvoir à nouveau faire confiance et avancer ensemble avec la direction justement pour pouvoir améliorer les conditions de travail de mes collègues. Compte tenu du contexte de grève, sont venus des salariés qui avaient participé au conflit, qui finalement se sentaient eux-mêmes dans une situation où ils avaient des choses à dire, quoi. Parce que moi, je parle en tant que conseiller client, donc j'ai pas mal de retours autour de moi, et afin de pouvoir transmettre à la direction ce mécontentement ou ce malaise, ces malaises qui sont dans la société. La direction s'est engagée dans cette démarche de reconstruction du dialogue social. Moi, je suis récente sur ce site et c'est vrai qu'en arrivant, ce qui m'a sauté aux yeux pour une aussi belle entreprise avec autant de moyens, c'est cette absence de dialogue en fait. Et donc je viens d'un univers où effectivement c'est une nécessité dans le management au quotidien. Et donc je pense que ça a toute sa valeur et sa nécessité de partir sur cette phase de reconstruction pour pouvoir avancer ensemble. C'est un processus qui a un coût certain pour l'entreprise, mais aussi certainement un retour sur cet investissement non négligeable et essentiel pour la continuité de tout ce qu'on doit faire ensemble dans le respect de nos engagements en tant qu'employeur, mais aussi en tant que salarié par rapport à nos clients. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes une entreprise de prestation de services aussi, qui se doit de rendre un niveau d'expertise. On doit s'engager et construire cette phase conjointement avec nos instances représentatives et je pense qu'on va y arriver. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée très très forte parce qu'on parlait du vécu et on parlait d'un point très très négatif en fait dans notre parcours. Donc c'était pas facile. Mais en même temps, vous étiez là pour nous recadrer. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de mauvais souvenirs qui sont remontés à la surface. Avant d'aller déployer un peu plus les axes de travail, il faut inévitablement travailler sur le vécu. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire pour finalement passer une étape et ne plus parler de ce qui a été douloureux. Dans cette sincérité peut se renouer une relation de confiance. J'ai compris ce que tu me dis et tu as compris ce que je t'ai dit. Et que pour que ces salariés travaillent bien, il faut que ces salariés se sentent bien et qu'ils dialoguent avec eux plus qu'il ne le fait là actuellement.
Très concrètement, on a des déficits sur le plan de la communication, un peu plus largement sur le plan managérial. On a été aussi parfois maladroit sur la manière de conduire aussi certaines choses et je pense qu'on a oublié ouais, effectivement des étapes de co-construction, des étapes de concertation qui font que assez logiquement les gens n'ont pas fédéré autour des choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui sont, à mon sens, légitimes dans les conditions de travail et qu'on se doit d'améliorer, mais de là à ne voir voilà, que des difficultés et des cailloux dans la chaussure, non, je pense que c'est pas un regard très objectif. Mais après, mon devoir aussi, c'est d'être à l'écoute et de vérifier, le cas échéant, de corriger. Donc j'écoute, j'entends, et si je dois agir, j'agirai. Le deuxième objectif de cette séance collective sur le vécu, c'est que chacun apprenne à dire les choses d'une façon à être entendu. Et ça c'est une boucle d'apprentissage. C'est-à-dire quand on sait se dire des choses difficiles et être entendu, eh bien voilà, on peut progresser et passer à une étape suivante. Donc c'est vraiment à la fois on pose ce qui est mal passé et en même temps on apprend à se parler de façon à progresser, à dépasser tout ça, quoi. Je pense que l'approche de l'ARACT, en tout cas je la partage, je pense que c'est nécessaire, c'est pour moi une bonne décision en tout cas qu'a pris mon prédécesseur. Alors je vous avouerai que j'étais un petit peu sceptique au départ, lors de la première séance de travail, je me suis dit bon, encore gérer des séances de travail qui feront monter des problématiques quasiment ancestrales, ça fait 5 ans qu'on fait remonter les mêmes en tant qu'IRP, que quelque part rien ne bouge. Et là, on s'aperçoit petit à petit que l'écoute active est là maintenant. On a l'impression qu'effectivement, maintenant, les deux parties non seulement entendent, mais s'écoutent l'une l'autre. Malgré les tensions qu'il pouvait y avoir pendant la réunion, il y a un respect qu'il n'y avait pas forcément au début. Je pense qu'on s'était... d'ailleurs, ça s'est illustré au travers de petits sujets qui n'en étaient pas vraiment, notamment le téléphone. Moi, c'est le sujet qui m'avait le plus marqué. Je pense que quand on a essayé d'établir les règles de fonctionnement, là, on voyait déjà qu'il y avait une difficulté sur le lâcher-prise, en fait. On voyait que ces renoncements étaient vus comme des espèces d'aveux de faiblesse ou des choses du genre. Et j'ai le sentiment, aujourd'hui, en tout cas, que les règles, elles sont... Même si elles ne sont pas appliquées tout le temps et par tous, moi-même, ça m'arrive aussi... en tout cas, on se les rappelle et quand on se les réévoque, personne ne les remet en cause. On s'appuie dessus dans notre dialogue social au quotidien. Je pense que c'est hyper structurant. Et puis ouais, ça rappelle que peut-être toutes les choses qu'on a acceptées auparavant, désormais, voilà, il faut plus le faire. Même s'il y a eu des désaccords, il y a pas eu de clash, en fait. Ça, c'est une surprise ? Ouais. Et je l'espérais, je pensais que tout le monde en était capable, mais le fait de l'avoir fait, voilà, c'est une vraie satisfaction. Ouais. Maintenant, je pense que l'étape qu'on a envisagée ensemble me paraît peut-être un peu trop courte. Maintenant que je suis dans le dispositif, que j'ai déjà plusieurs réunions derrière moi, etc., je me dis que voilà, il faut être en capacité d'investir du temps plutôt que d'essayer de faire au plus rapide et d'en perdre peut-être le bénéfice. Donc après la séquence un peu lourde sur le vécu, mais qui a été source d'apprentissage, ils ont travaillé sur des perspectives et donc ce que nous on appelle le souhaitable. Vers quel horizon d'attente ils se dirigent, qu'est-ce qu'ensemble ils ont envie de transformer. Repérer des pistes d'action. Il y a une grosse piste d'action finalement sur le dialogue social institué, apprendre à négocier, à mieux travailler ensemble dans ce cadre-là, mais en même temps, ils n'ont eu de cesse, surtout côté représentants des salariés, de rappeler qu'il y avait un souhaitable à travailler du point de vue de l'organisation, de la ligne hiérarchique et des parcours professionnels, de valorisation et de reconnaissance des salariés.
Suite aux échanges de cet après-midi, on a réussi à recadrer en fait ce qui était le dialogue social, parce qu'on a effectivement quatre entités qui sont donc les salariés, les managers, les IRP, donc qui sont les institutions représentatives du personnel, et la direction. Et le dialogue social, effectivement, s'institue entre les IRP et la direction, donc les IRP qui nous représentent et la direction qui a un pouvoir décisionnaire. Les deux acteurs, donc, qui sont les salariés et les managers, interfèrent dans le dialogue social en remontant des informations donc, aux IRP ou à la direction pour pouvoir justement amener de la matière dans la négociation. La journée d'aujourd'hui, j'ai trouvé que le temps, ou en tout cas la réflexion, a fait mûrir les personnes, moi le premier, et il y a eu beaucoup plus d'écoute. Et bon, vous dites aussi beaucoup sur les interactions, parce que la dernière fois c'était difficile de réussir à canaliser tout le monde, et là je pense que tout le monde a pris un peu sur lui, et le résultat en tout cas qui est affiché là, je pense en est une belle preuve. J'ai découvert des personnalités différentes de l'image que j'en avais à travers ce qu'on a vécu l'année dernière. Je pense qu'il y a quand même un manquement d'information des salariés et des managers qui du coup empêche quelque part la remontée d'informations vers les IRP. On n'avait pas connaissance de tous ces IRP. On est conscient qu'effectivement pour avoir du temps avec eux c'est compliqué. Parce que voilà, on a des contraintes de production, ça on nous le répète tous les jours. Est-ce que vous avez l'impression aussi que côté organisation syndicale, ça a évolué ? J'ai le sentiment que ça a évolué dans le sens où il y avait surtout une personne assez leader par rapport au reste des différents représentants syndicaux, et qu'aujourd'hui chacun a son mot à dire et commence aussi à prendre la place qu'il doit prendre dans les interventions. Une forme de rééquilibrage qui s'est opéré. Tout à fait. Les éléments qu'on a actés sur le règlement, en fait, sur les modes de fonctionnement qu'on devait avoir tous pendant cette réunion sont des points qui me servent quand même beaucoup dans le cadre de nos échanges, parce que même s'ils ne le disent pas ou ils ne veulent pas le reconnaître, ces règles régissent nos réunions, régissent aussi nos échanges dans le cadre des négociations. Donc c'est aussi ce qui a aidé à nous mettre dans une posture peut-être d'échange, d'écoute, et d'apaiser peut-être aussi un peu les moments difficiles ou les moments de tension. Avant ça montait très vite dans les tours, et là je pense qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait quand même un peu de retenue, même s'il y a encore quelques envolées lyriques parfois, ça m'aide beaucoup dans le cadre des négos et des échanges. Et au fur et à mesure que les réunions se sont passées, on a senti que ça se décontractait, qu'il y avait plus d'écoute, effectivement de la co-construction, et franchement au jour d'aujourd'hui c'est appréciable. Moi j'ai confiance. La manière dont on a travaillé, souhaitable, vécu, plan d'action, est-ce que ça a favorisé cette construction de confiance ou pas ? Ou ça aurait pu se faire sans ? Non. Non, Ça favorise. Pas possible. Ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous l'avez senti ou pas. Moi, personnellement, je l'ai senti. Les toutes premières réunions, et je le disais, j'avais l'impression que le directeur, toute la direction s'ennuyait. C'est vrai. Mais là, on les sent impliqués. Exactement. Au point où Christophe, il prend l'ordinateur et c'est lui qui note. Exactement. On leur a proposé d'aller creuser ces questions managériales auprès des managers eux-mêmes et des téléconseillers. Et donc, ils ont élaboré une grille de questionnement que nous, on est allé recueillir auprès de 2 groupes de travail, un groupe management, un groupe téléconseiller, de façon à avoir de la matière un peu concrète et d'être en phase avec l'ensemble du système d'acteurs, pas seulement la direction et les représentants du personnel, mais aussi les managers et les téléconseillers. Dans la mesure où il y avait quand même une problématique de repositionnement d'acteurs, encadrement, représentant des salariés, organisation syndicale, dans un contexte d'une entreprise finalement en croissance forte et très rapidement, on avait proposé dans l'intervention d'avoir un temps où on allait confronter ce souhaitable des partenaires sociaux
aux attentes des salariés sur le terrain. Ils se sont aperçus à cette occasion-là qu'ils partageaient une même représentation des problèmes qu'ils avaient. J'avais dit qu'il fallait apprendre à gérer la production et l'humanité. Parce qu'en fait, nous, quand on est sur le terrain, le souci, c'est qu'on nous parle beaucoup de production. Mais nous, quand on a des demandes personnelles, quand on a des contraintes, au niveau humain, au niveau privé, on n'est pas forcément toujours entendu. C'est toujours, essaye de t'arranger de ton côté, parce que nous, on ne peut pas niveau production. Je pense que si on nous laissait un peu d'autonomie, les projets avanceraient mieux. Une infantilisation des conseillers. Effectivement, c'est ce qui ressort la plupart du temps. Et beaucoup de conseillers le remontent d'ailleurs et ne savent même des fois pas à qui le remonter. Je le vis, alors c'est double face, hein. C'est difficile d'un côté parce qu'on se dit finalement c'est toi le responsable de toutes ces équipes, donc c'est que tu n'as peut-être pas fait le job comme il se doit si ces équipes-là sont pas totalement au rendez-vous. Et puis de l'autre côté, je me dis, est-ce que j'ai eu aussi les moyens qui m'auraient permis de les mettre au niveau attendu. Et c'est pour ça que, on ne pourra pas tourner la caméra, mais la première des choses que je voulais mettre en avant, c'est le travail sur la posture managériale, qui a vraiment fait défaut et qui fait encore défaut aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on fasse bouger les lignes, forcément, crée des situations d'inconfort. Ça crée peut-être aussi un peu d'inquiétude. Mais pour le coup, ce sera aussi à nous de faire ce qu'il faut pour justement expliquer notre plan d'action, être rassurant sur les éléments qu'on met en place et les moyens pour contribuer à cette montée en compétences. Il y a une attente de la part de nos collaborateurs, une attente de la part de la direction et aussi de nos managers. Donc il va falloir réussir à goupiller tout ça pour qu'on puisse fédérer chacun autour du projet de montée en compétences du workforce management. Cet appui vise à déboucher sur des actions concrètes qui permettent finalement de réduire l'écart entre le souhaitable et puis le vécu qui est pas trop bon, qui est insatisfaisant pour les partenaires. Donc le plan d'action, c'est la réduction de l'écart. Faire en sorte que le réel demain corresponde au souhaitable qu'on a envie de construire ensemble. Et c'est ce qui se passe dans la 3e étape de cet accompagnement. Ils apprennent à travailler ensemble différemment, de manière plus positive et constructive, et construisent des pistes d'action. On recommence à avoir confiance. De l'espoir. Il y a eu le début qui ont été difficiles en fait. Oui. Après, on a vu qu'il y a eu une évolution, une avancée. Ils ont beaucoup parlé de la question du parcours, de la question de la montée en compétences des managers, de la reconnaissance des téléconseillers. Donc là, ils ont construit un plan d'action dans ce sens, sur ces diverses dimensions. Et parallèlement, tout cet apprentissage durant la démarche à réseau leur a permis d'aller sur le champ de la négociation et de négocier différemment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est bien passé dans cette négociation pour que ça puisse aboutir? Déjà, il n'y avait pas de tension. Il y avait une méthode de travail différente par rapport aux anciens accords qu'on a déjà négociés avant. Par exemple, c'était quoi cette méthode? Donc la méthode, c'est par exemple la rédaction de PV après chaque réunion, que les organisations syndicales devaient approuver ou pas. Donc quand il y avait des modifications à apporter parce que ça a été mal interprété, les modifications étaient quand même mises sur le PV. Il y a eu des suggestions, même si l'accord c'était vraiment du pur légal, mais il y avait une volonté de la direction de l'appliquer, ce qui n'était pas fait jusque-là. Il y avait également des petites modifications qui étaient peut-être rien, mais qui pouvaient apporter quelque chose de plus pour les collègues. Donc c'est la raison pour laquelle à la fin cet accord a abouti par une signature. Par exemple, la demande d'aménagement de temps de travail des collègues qui ont des enfants. Avant, c'était pour ceux qui avaient des enfants de moins de 3 ans, ils pouvaient avoir un aménagement de temps de travail temporaire. Le temps de pouvoir s'organiser pour la garde de leurs enfants. Là, on a réussi à le pousser à 6 ans. Côté délégation syndicale, quel type de compromis vous avez pu faire?
Nous avions demandé par exemple l'octroi d'une journée supplémentaire pour les femmes enceintes parce que dans la convention collective c'est 21 heures, ce qui fait 3 jours de congé supplémentaire. On a demandé un 4e jour, la direction l'a refusé, mais ils n'ont pas fermé la porte. Ils ont dit qu'il y avait la possibilité de le demander lors des NAO. D'accord. Ce que nous avons fait, et malgré ça, en fait, on n'est pas resté fermé, nous non plus. Même s'il y a eu un refus, on a vu le bon côté des choses. Je pense que ce qui les a satisfaits, c'est la possibilité de pouvoir apporter leur griffe à l'accord. Ce qu'ils veulent, c'est un accord qui leur ressemble. C'est aussi des choses qui, à mon sens, sont identifiées sur le terrain comme étant des éléments qui sont vraiment attendus de la part des collaborateurs. Et le fait de pouvoir le mettre en œuvre, j'imagine, voilà, leur permet de retirer une satisfaction et une reconnaissance aussi, puisque les points qui sont importants pour eux sont aussi pour nous, parce que pour le coup, on veut également que les accords ressemblent le plus possible à ceux dont ont besoin nos collaborateurs. Est-ce que vous pensez que l'expérience positive que vous avez vécue les uns et les autres sur la négociation égalité pro, ça va vous servir de ressource pour engager l'autre grosse négociation sur les NAO qui va s'ouvrir prochainement? Alors oui, je pense que ça va être un levier. Pour le coup, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger parce que les enjeux sont pas les mêmes. Donc ma grande question, c'est comment serons-nous capables de gérer les émotions que vont générer ces enjeux et le fait qu'on soit sur une négociation financière pour le coup principalement. Donc cette année, on a signé l'accord NAO, donc négociation annuelle obligatoire, parce qu'il y a eu un échange constructif. Il y a eu également de réelles négociations. C'est-à-dire qu'on faisait des propositions, la direction faisait des contre-propositions. C'était pas figé, on n'avait pas un mur devant nous. Beaucoup de personnes, quand ils entendent NAO, c'est qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va avoir. Mais combien d'argent il y a, quel est le bénéfice, comment on va pouvoir le diviser, où on va l'injecter. Il n'y a pas que la paye et l'augmentation de salaire, il y a plein de petites d'autres choses à rentrer en compte et qui fait que c'est compliqué. C'est assez compliqué, c'est très compliqué. La direction est revenue vers nous avec les propositions que l'on leur a fait il y a une semaine en arrière, avec un chiffrage. Puis après, sur le coup, on s'est rendu compte par rapport aux revendications des collègues que finalement, ça n'allait pas être dans l'intérêt collectif ou ça ne sera pas intéressant pour la majorité des salariés. Du coup, à la dernière minute, on leur a demandé de faire un autre chiffrage. Ça n'a pas été refusé. Donc la direction a pris en compte les remontées et on a travaillé également conjointement dans l'après-midi pour pouvoir chiffrer, pour pouvoir trouver des compromis pour satisfaire la majorité des salariés. Et c'est ça qui était agréable. C'était de vraies négociations. On pouvait vraiment négocier jusqu'à la dernière minute. Du coup, là, effectivement, ça a permis aussi de renouer le dialogue avec les institutions représentatives du personnel. C'est un pas en avant et c'est quelque chose qui, je pense, restera et nous marquera dans tous les cas pour la suite. Le mot co-constructif était pour le coup un mot qu'on n'avait peut-être pas entendu auparavant. Constructif aussi, c'est quelque chose qu'on a moins entendu et là pour le coup ça a presque fait l'unanimité. Donc c'est bien la preuve qu'on a fait un grand pas en avant et que la séance a été en tout cas bien vécue. Il y avait du chiffrage, c'était plus de l'approximative. On avait connaissance de l'enveloppe dont on disposait justement pour pouvoir négocier. On n'a pas eu de refus pour chiffrer et rechiffrer à plusieurs reprises les propositions. Je pense effectivement que la simulation est essentielle dans la méthode, justement pour pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants, la faisabilité aussi des projets qu'on peut avoir. Là, c'est la première fois où on était vraiment acteur dans la distribution. Qu'est-ce que la direction a gagné ? La paix sociale, le fait que les salariés se remotivent
Donc un salarié qui vient le matin, il n'a pas la boule au ventre, ça fait moins d'absentéisme. Des salariés motivés pour travailler. Maintenant, à nous de travailler pour pouvoir bénéficier de plus de partage des richesses. Et ça ne veut pas dire que tout est beau, tout va bien. On a encore des choses à améliorer. Oui, c'est sûr. Et c'est pas fini. La communication passe et moi j'ai le sentiment qu'on va dans le même sens, c'est-à-dire le rétablissement d'un vrai dialogue avec des actions concrètes et une amélioration certaine au niveau de nos terrains. Je rejoins Christophe et Eric. Le climat s'est beaucoup apaisé. Moi, quand je suis arrivée, j'étais vraiment inquiétée par le climat qu'il y avait sur site. Sur les centres d'appel, on manage énormément de personnes. Aujourd'hui, on est environ 800 personnes. Donc, arriver à communiquer de façon uniforme à l'instant T à tout le monde est une très grande entreprise. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de moyens qui se sont mobilisés autour de cette communication, mais une communication efficiente, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. On a augmenté notre nombre d'instances de manière à avoir peut-être un système de répétition des sujets importants avec nos équipes en direct pour être sûr que derrière ça redescende correctement. Parce qu'une fois qu'on a recimenté la relation dans un cadre sain, on arrive à aborder tous les sujets et même si on n'est pas d'accord, en tout cas on n'est pas en opposition. Et ça c'est le principal, je pense, dans un dialogue social. Aujourd'hui, notre posture, c'est de CDIser, de conserver un maximum de temps les collaborateurs de l'entreprise, parce que voilà, c'est important, la compétence met du temps à progresser. Même s'il paraît très très dur, voilà, comme je l'ai dit, les entretiens que j'ai eu avec Eric, au final à chaque fois j'étais agréablement surprise. S'il paraît très très dur, c'est ça? Oui, il paraît dur parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, quand il a besoin de dire quelque chose, il va le dire qu'il le ressent. Même s'il va être dur, c'est comme nos parents. Et vous aussi un peu, non? Tout à fait, oui. Oui. Justement, c'est ce que j'allais dire, il est comme moi, il est spontané.